Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Il est question de l'action politique face aux défis sociaux et socio-économiques pour l'année qui démarre. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau l'essayiste politique et enseignant en relations internationales, également chroniqueur chez le confrère 360, Adnan Dbar. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Média TV. Bonjour, bonne année et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Bonne année et meilleurs vœux à vous également. Alors, tout d'abord, quels sont aujourd'hui, ou en tout cas pour demain, pour cette année 2023, les principaux défis sociaux qui attendent le gouvernement? Il y en a plusieurs, mais disons que le gouvernement et ce qui a été préparé en 2022 lui permet de mieux affronter ces défis sociaux. Nous avons, grâce à la vision royale, développer ce qu'on appelle communément l'État social, c'est-à-dire l'élargissement du spectre démocratique aux droits économiques et sociaux. Cela va nous permettre bien sûr d'avoir la capacité d'intégrer ou d'inclure un certain nombre de personnes ou de millions de personnes qui vont pouvoir bénéficier de la protection de l'État. C'est une nouvelle et qui vont pouvoir dire que nous avons un État qui nous protège, qui peut bien sûr nous donner la possibilité de nous considérer comme des citoyens à part entière. Ça, c'est le premier défi. Bien sûr, il y a aussi la crise qui est là et qui a des retombées. Elle est internationale, mais qui a des retombées sur le Maroc. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il y a la crise de l'Ukraine qui a eu des retombées sur le prix des hydrocarbures. Il y a eu une inflation mondiale et le renchérissement aussi des produits et des denrées alimentaires qui ont pris un caractère géostratégique. Il y a une politisation aussi d'un certain nombre de biens naturels comme l'hydrocarbure, comme les céréales, etc. Donc le prix n'est plus tenu seulement par l'offre et la demande, mais a une dimension politique. Et ça aussi, ça a des retombées sur le Maroc. Bien sûr, il y a aussi les changements climatiques. La sécheresse qu'a connue le Maroc l'année dernière, j'espère qu'elle va avoir un impact moins important cette année. Mais ça aussi, ça impacte le monde rural, ça impacte aussi d'une manière indirecte le monde urbain que nous vivons. Et il y a, in fine, si vous me parlez aussi de défis sociaux ou de problèmes sociaux, il y a un certain nombre de lois qui sont en cours de formation ou de validation, c'est-à-dire le droit de grève. Il y a eu des accords qui ont été signés. On parle du Code du travail qui est à revoir. Tout à fait, voilà. Le Code du travail et qui est un grand chantier que les syndicats attendent de manière tout à fait légitime et où le gouvernement a fait quand même des avancées. Est-ce que vous pensez que cela, justement, le retard accusé, et ça ne dépend pas que de cet exécutif, de ce mandat de ce gouvernement, mais le retard que connaît la réforme du Code du travail peut également impacter les investissements, bien que les investissements directs étrangers sont orientés à la hausse, en tout cas pour l'année 2022, selon l'Office d'échange? Disons que, si vous me permettez une approche un peu plus, disons, avec un certain recul, le Maroc vit une situation où un certain nombre de réformes sont mises sur le devant. Et disons, avec la vision royale aussi, nous avons une approche holistique de la situation. C'est-à-dire, il n'y a pas que des problèmes sociaux, il y a aussi des réformes sociaux, mais il y a des réformes économiques, des réformes qui vont impacter la nature de la démocratie au Maroc, qui n'est plus une démocratie qui se suffit d'organiser des élections ou de faire un système de gouvernement, mais une démocratie qui a élargi son spectre en incluant les droits économiques et sociaux, et c'est très important. Il ne faut pas oublier que dans d'autres contrées, on n'appelle pas l'État social, l'État producteur comme État social, on l'appelle l'État-providence, c'est-à-dire il est tellement intéressant que c'est une sorte de providence. C'est important pour notre pays de faire en sorte que toute la population se sente concernée par cet État-providence, par cet État social. C'est important qu'il y ait des réformes économiques d'envergure, je vous les rappelle, la charte de l'investissement, l'élargissement de l'assiette de l'impôt, parce que c'est lié au financement de l'État-providence ou de l'État social, les réformes de la santé. Il ne suffit pas de dire que nous voulons soigner la population, il faut que l'offre de la santé
soient à la hauteur de la demande, les réformes sur l'enseignement. Bref, j'avais catalogué en venant ici, disons une dizaine ou une douzaine de chantiers importants pour ce gouvernement. Mais est-ce qu'il a les atouts? Est-ce qu'il est outillé pour mener à bien ces réformes annoncées et très attendues par la population, par le citoyen et la citoyenne marocain? C'est une question politique de fond. Est-ce qu'il a les atouts, c'est-à-dire est-ce qu'il est apte, si on peut parler autrement, à faire? Nous avons eu, historiquement, il faut dire, pour que les choses soient claires, historiquement, l'État exerçait des fonctions régaliennes, c'est-à-dire il s'occupait de la défense, de la politique étrangère, du champ religieux, etc., et il investissait dans les infrastructures. Les différents gouvernements qui se sont, disons, succédés au Maroc n'ont pas eu, disons, une marge de manœuvre importante, mais n'ont pas eu des chantiers importants à traiter. Pour la première fois, il faut le dire, ce n'est pas à la décharge de ce gouvernement, mais quand même, il faut le rappeler, pour la première fois, nous avons 10 à 12 chantiers importants qui sont là et qui doivent être traités à la fois. Maintenant, est-ce que le gouvernement a la gouvernance ou développe la gouvernance appropriée pour pouvoir traiter l'ensemble à la fois? Il y a deux thèses qui sont quelquefois assez... En sachant que la conjoncture internationale n'aide pas non plus. Hein. Pour tout le monde, il n'y a pas que le Maroc du gouvernement, mais force est de constater que la conjoncture internationale n'a pas été bonne en 2022 et les perspectives de 2023 ne sont pas très bonnes non plus. Je crois que Vladimir Poutine a été clair, il n'a pas l'intention de s'arrêter. La guerre va continuer en Ukraine et le prix des denrées naturelles vont connaître plus ou moins une variation erratique en fonction de la conjoncture géopolitique. Mais ceci dit, devant une crise, il faut que le gouvernement puisse agir, développer des compétences et développer une nouvelle approche. C'est à lui de trouver cette nouvelle approche et cela interpelle aussi la formation de nos élites politiques sur le fond. Est-ce que les élites politiques ont été formées? Est-ce qu'on a une élite politique aujourd'hui au Maroc? Oui, il y a des élites, c'est-à-dire au sens linguistique, il y a une élite, non pas les meilleurs, ce n'est pas l'aristocratie politique, c'est les élites politiques, c'est-à-dire les gens qui gouvernent au niveau central, c'est le gouvernement et l'exécutif, et au niveau régional, c'est les responsables régionaux et les responsables des communes. Ça, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques des élites politiques, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent... Mais avec un volontarisme, mais on ne le sent pas, ce volontarisme. On ne sent pas qu'il a qu'il y a en train de cette politique, de cet aspect politique. Voilà. Déjà, pour parler de l'exécutif, on parlera de l'opposition. Comment peut-on mener à bien une réforme au Maroc? Maintenant, les choses se clarifient, parce qu'il s'agit de mener un certain nombre de réformes. Prenons, je ne vais pas vous parler, vu votre âge, de la marche verte, mais je vais vous parler du phénomène Covid. Comment ça se fait que le Maroc, qui n'est pas, disons, le pays le plus riche de l'Afrique, a pu avoir une très belle performance en termes de traitement de Covid? Parce qu'il y a eu une mobilisation, une explication et une participation de l'ensemble de la population à cette lutte. Elle a trouvé du répondant et elle a été initiée au niveau du leadership politique, un leadership politique exercé par le roi. Bien sûr que le roi ne peut pas être présent partout, il faut le dire. Il doit déléguer... Mais oui, Nandbar, il y a une volonté royale et il y a une action gouvernementale. Est-ce qu'elles sont alignées, ces deux? Ce sont deux variables de la même équation. Disons que vous abordez des problèmes de fond et c'est tant mieux. Disons qu'au niveau du Maroc, maintenant, il est clair nous n'avons pas un déficit de vision. La vision est là, elle est royale, elle est bien claire. Nous savons plus ou moins, mais probablement ceux qui suivent l'actualité savent qu'il y a une volonté de porter le Maroc vers une configuration d'une puissance régionale dans la Méditerranée occidentale et une économie émergente. C'est-à-dire qui réalise des taux de croissance respectables entre 6, 7, 8%, émergente aussi, qui réalise pour sa population un PIB autour de $6 000, on n'est qu'à $4 000.
Donc il y C'est a l'un du des plus chemin. élevés dans la région quand même, Hein? comparé au reste de la région. Soyons optimistes. Maghreb, Comparons-nous oui, au oui, mieux. bien sûr. Naturellement, je voulais C'est juste ça. Alors, apporter il y a cette une petite vision, précision. Oui. il y a une vision royale qui est claire. Le problème qui se pose et qui s'est posé même au gouvernement précédent, c'est la déclinaison de la vision en stratégie et en plan d'action. Nous avons cette faiblesse. Cette faiblesse, elle est due à une formation, disons, approximative de nos élites politiques et l'incapacité qu'ils sont jusqu'à présent de traduire la vision royale en stratégie et plan d'action. Nous pouvons développer cette thématique parce que, à un certain moment, on déléguait trop à des entreprises de conseil l'élaboration des stratégies et des plans d'action. Maintenant que c'est un peu plus délicat et parce que les chantiers ont été multipliés par 10, il faut que les cabinets ministériels puissent prendre la relève et traduisent, c'est-à-dire ils adaptent la vision en stratégie et plan d'action. Est-ce que... Bon, on a parlé bien sûr de la majorité et donc du gouvernement, mais la voix de l'opposition dans tout cela, pourquoi est-elle aussi inaudible? Est-ce que c'est à cause de l'affaiblissement de la gauche, déjà internationale, mais aussi nationale, et aussi, ou c'est juste une question de nombre? Parce que, bien sûr, la majorité gouvernementale a une large majorité dans les deux chambres du Parlement. D'abord, l'opposition au Maroc n'est pas constituée uniquement de la gauche. Il y a Non, des partis bien de sûr. droite. Oui, oui, mais juste, c'était Bien que cette une question partie de de gauche et l'opposition. de droite pose encore problème pour un certain nombre d'analystes politiques, parce qu'il y a des partis qui ont un statut de droite et un comportement de droite et qui refusent l'appellation de parti de droite. C'est une question... Il y a des partis de gauche qui n'ont rien de socialiste aussi. Et il y a des partis de gauche qui ont délaissé, il faut le dire, la culture social-démocrate. Je peux citer par exemple celui de l'USFP. Aujourd'hui, je l'ai entendu un de ses responsables dire que pour lui, il n'y a plus de gauche ni de droite, ce qui est étonnant pour ce parti qui a historiquement joué un rôle important. Et plus de gauche et de droite, il y avait plutôt pour lui que l'USFP avait une offre de bonne gouvernance et d'éthique, c'est-à-dire nous sommes compétents et nous sommes honnêtes. C'est court parce qu'il n'y a pas de programme. Et cela interpelle effectivement que pour qu'il y ait une stabilité politique, une richesse politique, un jeu démocratique sain, il faut qu'il y ait un gouvernement et une opposition. Je regrette infiniment, en tant qu'observateur de la vie politique, que les partis ne se donnent pas les moyens pour exercer une opposition. Ce n'est pas tellement mauvais d'être dans l'opposition. Ça peut être formateur et ça peut être riche si nous avons la capacité de proposer des programmes. Parce que le problème qui s'est posé pour la gauche, allons-y un petit peu plus dans le fond, c'est-à-dire ils ont dit nous avions comme programme l'État social et on nous l'a pris. Ben, ça va. Mais vous pouvez dire nous pouvons proposer l'État social, mais nous pouvons proposer mieux que l'État social. Comment y arriver? Quels sont les... Parce que l'État social est un terme générique. Aussi, Défendre cette mobiliser. Doctrine qui a été proposée. Nous l'avons, je l'ai souligné, permettez-moi de le dire, que pour réussir une réforme, il faut une mobilisation de la population. C'est pour ça que vous avez fait un peu l'analogie avec le Covid. Avec le Covid. Chaque réforme doit connaître une mobilisation. Il faut que la population se sente concernée. Et c'est ça le rôle du leadership. Oui, mais il faut que la population adhère aussi à cette action gouvernementale, à ce programme gouvernemental. Oui, mais... Ce n'est pas l'impression que nous avons aujourd'hui. Ouais, est-ce que c'est à cause du manque de communication de cet exécutif? Pourquoi on ne sent pas que le citoyen adhère? Est-ce que c'est une question de confiance? Oui, parce que nous avons une élite politique au gouvernement, il faut le dire, et c'est eux qui l'ont dit. Ils disent qu'ils veulent travailler dans le silence. Nous, on travaille, on ne parle pas. Mais non, votre rôle est aussi de parler, de convaincre, d'adhérer et de mobiliser. Donc, vous avez un excellent exemple de changement de gouvernance qui peut donner le meilleur du Maroc. C'est l'équipe nationale de football. Il a suffi qu'on puisse changer une personne, ce sont les mêmes, on n'a pas changé les joueurs, mais on a changé l'entraîneur, qui a un discours mobilisateur, qui fait ressortir le meilleur
de chaque individu qui fait qu'ils savent maintenant pourquoi ils se battent. Il y a des objectifs, il y a de l'ambition. Le Maroc est un pays, et c'est ça l'exception marocaine, parce qu'elle est exception marocaine, parce qu'elle a une population qui a une charge historique. C'est un pays qui a été un État pendant 12 siècles, qui a un patrimoine. Sa Majesté le Roi récemment rappelé la dimension patrimoniale, matérielle et immatérielle, et qui fait que c'est un pays, quand on sait parler correctement à la population, la mobiliser, est capable de belles choses. Oui, mais voilà, le citoyen, vous avez évoqué tous ces chantiers sur lesquels planche justement ce gouvernement. Où est le citoyen là-dedans? Il ne se retrouve pas, en fait. À part, bien sûr, il y a ce grand chantier, celui de la génération de la protection sociale. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Adnan Depar. Mais le Marocain, à la fin du mois, il voit s'il arrive comme on dit, à boucler son mois, sans aller emprunter ou voilà. Donc, ce qui compte pour lui, c'est de payer les charges fixes. Oui, allez-y. Si ça peut participer à la mobilisation, permettez une petite explication. C'est quoi finalement l'État social? C'est la capacité d'intégrer un certain nombre de personnes et de leur assurer un service. Automatiquement, les services sociaux donnés par l'État gratuitement ou la distribution d'argent sous forme de pension, d'aide familiale, de retraite, etc., accroissent le pouvoir d'achat du citoyen. C'est ce qu'on appelle les salaires indirects. Parce qu'il y a le salaire direct, celui qu'il perçoit à la fin du mois quand il est salarié. Mais quand il n'est pas salarié, il a son revenu. Mais à côté, il y a ce qu'on appelle le salaire indirect, c'est-à-dire les aides au logement, les soins de santé gratuits, les petites retraites, les petites aides familiales qui vont se développer et qui vont être conséquentes dans son revenu. Parce que quand on a seulement un salaire, et avec ce salaire, on va se soigner avec de l'argent, ça diminue de la valeur de ce salaire. Pareil pour l'école des enfants, etc. Voilà. Je pense que maintenant, merci de m'avoir donné l'opportunité de le rappeler, l'école. Beaucoup de gens qui ont été réticents à souscrire à l'élargissement de l'assiette de l'impôt. Un très grand chantier pour le Maroc, parce que si on n'élargit pas l'assiette de l'impôt, on ne peut pas financer l'État social. Mais c'est les mêmes qui payent. C'est les mêmes qui payent. Il ne faudrait pas. Il faut, et nous avons établi des chiffres, comme quoi il y a quand même 100 milliards de dirhams qui est encore à récupérer dans la société, dans l'économie, et qui pourrait aider d'une manière très significative à faire avancer rapidement les réformes et les chantiers. Ce qui est bien dans cette configuration qui se décline au Maroc maintenant, c'est que le roi fixe aussi des échéances. Auparavant, on disait au gouvernement « faites ça », mais il prenait son temps en fonction de ce qu'il considérait comme les contraintes financières, humaines, etc. Maintenant, quand on a des échéances, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est tant mieux pour la population, parce qu'elle sait que d'ici 2022, elle a été partiellement servie, il y aura une amélioration en 2023, ainsi de suite. À horizon 2024, nous espérons que ce chantier de protection sociale sera bouclé et permettra aux Marocains de passer à une autre dimension, se sentir plus citoyen, plus protégé. Et mais il faut élargir cette assiette de l'impôt, comme vous le disiez, mais il y a un problème là-dessus. Non, vous avez remarqué. Il y a encore un problème d'adhésion, j'ai envie de dire. Hein. L'adhésion à l'impôt. Certains observateurs ont reproché le manque de communication au gouvernement sur ce sujet avant l'établissement du projet de loi de finances. Il fallait avant dire, messieurs, maintenant vous ne payez pas les impôts auparavant, mais maintenant il n'est plus possible. Maintenant, il est tout à fait nécessaire que vous puissiez participer à l'effort de financement d'un État qui est l'État pour tous. C'est comme ça. Ce n'est plus l'époque où une personne se considérait comme capable de ne pas payer les impôts parce que, soi-disant, elle paye l'école privée ou se soigne chez le privé, c'est-à-dire qu'elle ne bénéficie pas des
services de l'État, parce qu'ils sont défectueux ou n'ont pas à niveau, est révolue. Parce que c'est une question de qu'est-ce qui précède, la poule ou l'œuf? Payez vos impôts et ça va permettre d'améliorer la qualité des services de l'État. Oui, mais certainement, je me permets de rebondir là-dessus. Je vous en prie. C'est un plaisir d'avoir cet échange aussi profond. Merci, tout le plaisir est pour moi. Mais il y a cette question existentielle, celle de je paye mes impôts, mais en même temps, je paye les services sociaux. À savoir, je vais dans le privé pour me soigner et on met ses enfants à l'école privée. Et ce sont les mêmes aussi, c'est cette classe moyenne qui... Oui, c'est la classe moyenne, essentiellement la classe moyenne supérieure. Oui. Parce que la classe moyenne, généralement, les salariés n'échappent pas à l'impôt parce qu'il y a une retenue à la source. À la source, parfaitement. Et on a trouvé des aberrations du style un enseignant universitaire qui paye 7 à 8 fois les impôts que paye un bâtonnier de l'ordre des avocats, pour parler très franchement. C'était trop. Maintenant, est-ce que, comme je vous l'ai dit, cette question de dire il faut que les gens payent les impôts, il faut l'État social, cela interpelle, comme vous dites, la qualité du service de l'État, la formation, les réformes et la nécessité d'avoir et de pouvoir donner à la population un enseignement de qualité, une des réformes importantes, des soins suffisants et de qualité. Je pense que ce sont des chantiers importants. Probablement, le sentiment qui est le mien, il est un peu subjectif, que le gouvernement a un petit peu minoré l'effort. Minoré l'effort du point de vue de l'investissement en termes de ressources humaines, et minoré aussi l'effort en termes d'investissement financier et de charges financières de l'État social. Maintenant, il doit revoir ses comptes et de toute façon, c'est pour cela... Surtout quand on parle d'humain, quand on parle de cette élite politique, quand on parle de la gestion locale, quand on parle de... Ce sont des personnes, hein, ce sont des femmes et des hommes qui sont là où ils sont aujourd'hui. À quoi sert la formation? Dans les partis politiques, etc. À quoi sert la formation? Il faut former les gens. Et il y a aussi... Ce gouvernement jouit d'un privilège qui n'est pas très courant, il n'a pas été très courant historiquement. C'est-à-dire, c'est le privilège d'avoir une majorité stable, où il peut, disons, être à l'aise, si vous me permettez cette expression triviale, mais il a aussi un élément très important et qui interpelle une des réformes majeures initiées par le roi Mohamed VI, c'est la régionalisation, la décentralisation, la territorialisation, c'est-à-dire réduire, territorialisation, c'est-à-dire transformer un espace en un territoire attractif où il y a des investissements, il y a des écoles, il y a des routes, etc., et qui a une identité, une vocation. Mais ce qui est très important pour ces partis politiques, c'est qu'ils ont la chance d'avoir, parmi toujours les élites dont nous faisons allusion, c'est-à-dire ils sont de la même appartenance que les élites, que les partis majoritaires. C'est-à-dire nous nous trouvons dans le cas de figure où il y a l'exécutif qui a une configuration politique, et même cette configuration se retrouve au niveau des régions et au niveau des communes. Donc, il y a des courroies de transmission et la capacité de décliner les politiques, normalement, devrait être bonne. Bon, je vois un sourire un peu... Normalement, c'est ce qui m'a fait sourire, c'est le normalement. Ben oui, mais vous quelle est pensez la norme que justement, ce sont des... il y a des points d'inflexion qui peuvent être déjà pour la deuxième année de ce mandat du gouvernement Arnouch, des points d'inflexion qui peuvent être enclenchés rapidement pour arriver à cette normale, justement. Je ne suis pas M. Arnouch. Là, justement, je vous interpelle. Absolument, je vous interpelle en tant qu'analyste politique. Je dirais que de toute façon, le gouvernement, face à l'énormité des chantiers, je dis bien l'énormité des chantiers, il doit faire preuve d'une communication beaucoup plus active. Expliquer à la population de quoi il s'agit, les enjeux, l'intérêt de la population à adhérer à ce genre de réforme. Quand il y a une école de qualité, pourquoi avoir une école de qualité et un service de santé de qualité, un système? Mais au-delà de ça, quel est l'intérêt pour lui? Qu'est-ce que ça veut dire un État social? Quel est l'impact sur son
revenu mensuel de l'État social, qui peut-être n'est pas très clair chez un certain nombre de personnes, mais c'est un impact qui peut être important. Et plus l'État social se développe, et plus la part de revenus indirects est importante, mais le revenu global, qui est l'agrégation entre le revenu direct ou le salaire direct et le revenu indirect, devient important. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. On s'arrête sur justement cette note positive. Merci beaucoup, Adnan Dbar, essayiste politique et enseignant universitaire et chroniqueur au 360. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame, pour vos questions et la qualité de votre entretien. Ça va droit au cœur. Merci à vous de nous avoir suivis et bien sûr, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.